regardez ça avec moi, mais waouh. Avant de passer, d'aller plus loin, déjà, moi je vais vous dire, mais on voit le professionnalisme du cinéaste là. Hein, c'est on va parler du fond sûrement, du contenu, mais en tant que cinéaste, hein, chapeau. Ma foi, merci. Ah oui, vraiment, c'est vraiment. la seule façon que j'ai trouvé de pouvoir m'exprimer. J'aurais aimé écrire Ben, ça vaut la peine, ou peindre, mais c'est l'image, c'est le cinéma, alors c'est un peu plus compliqué au niveau matériel, on va dire. Oui. C'est plus lourd, voilà. Il y a plus de monde qui rentre en ligne de compte, mais voilà, c'est ma façon à moi de raconter des histoires. Magnifique, magnifique, vraiment. Félicitations au cinéaste. Merci beaucoup. Et puis maintenant, on va parler de l'homme, du fond. Hein, quelle aventure. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, à part waouh. Est-ce que nous avons... Bonjour. Nous avons des bénévoles qui sont là pour passer les micros. Donc la parole est à vous, si vous voulez partager. Pardon ? Ben, c'est un peu le prix à payer, cette persévérance, mais en même temps, c'est ce qui est... c'est tout l'intérêt de la chose, quelque part. C'est-à-dire que le fait de devoir rester comme ça longtemps, ça ouvre plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a le côté, évidemment, un petit peu polar, on va dire enquête, pour essayer de comprendre les loups, avec les caméras automatiques, les traces et tout ça, mais il y a aussi un côté, évidemment, d'immersion, un côté beaucoup plus philosophique, quelque part. Parce que, comme je le dis, le loup m'emmène, quoi. Et c'est ce côté persévérant, et le fait de devoir rester longtemps, c'est ce qui est, pour moi, le plus important. Vous êtes comment? Vous êtes un peu sonné, c'est ça? Pas grand-chose à dire. Bah, s'il y a une main qui se lève. Après, il faut parler du vrai fond, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. On va taper dans le dur. Il y a 40 qui ont été tués cette année. Il y a normalement un débat qui doit s'ouvrir cette année. Attends, une seconde. Ce serait sympa d'attendre que le micro arrive, parce que sinon il y a la moitié des gens qui ne comprennent pas. Il y a un monsieur qui a le micro et après ça sera toi. Alors bonsoir, merci et bravo. Comment se passe le retour à la réalité? Ben, le retour à la réalité, il se passe quand même relativement facilement, parce que je fais des séjours d'une semaine en fait. Vu que c'est pas très loin de chez moi, on n'est pas dans le mode expédition en autonomie avec des vivres pour 3 mois et tout ça. Donc en fait, ça se fait de façon assez artisanale. Donc du coup, moi je laisse mon matériel évidemment au bivouac pour pas avoir à trimballer tout ça tout le temps. Et les bivouacs, j'y reste souvent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais je fais une semaine. Et puis je rentre 1 jour ou 2 à la maison, recharger les batteries, me ravitailler, puis je remonte. Donc en fait, il y a quand même un rapport social. Mais ce qui est fou, c'est que quand je redescends, j'ai qu'une envie, c'est de remonter, parce que je me dis, je suis en train de rater des trucs. Et ça donne je sais pas, ça donne un espèce de recul par rapport à... Après, quand on écoute les infos et tout ça, ça donne un espèce de recul sur nos préoccupations, finalement. Et puis on se dit qu'on peut se nourrir, en tout cas dans la tête, d'une forme de contemplation. Par exemple, moi qui lis beaucoup, tous les soirs, quand je suis à la maison ou ici à l'hôtel, ben, j'ai un bouquin, je lis, dans le train je lis, et quand je suis au bivouac, j'emmène un livre parce que c'est une forme de sécurité, on va dire. Je lis un peu l'après-midi avant la sieste, mais pratiquement pas, et en tout cas pas le soir, et donc j'éprouve même pas le besoin de lire, quoi. Donc il y a un côté comme ça de se retrouver face à soi-même qui est assez fabuleux, mais pour ça il faut du temps, quoi. C'est vraiment pas le truc, on ne peut pas y aller, se dire ben voilà j'avais 3 jours et puis il va se passer des choses. Non, c'est vraiment sur le temps assez long. Et une question, au bout de 3 ans, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça a changé en vous? Ça vous a transformé? Ça a changé plein de choses, évidemment, ça m'a donné cette forme de recul, ça m'a donné aussi cette conscience de cette... parce qu'évidemment, on cherche les loups, mais qu'est-ce qu'on fait les 3 quarts du temps, vu qu'on ne les voit pas? On regarde les fourmis, en été en tout cas, ou on regarde les plantes, ou on regarde tout ce qu'il y a autour, et cette espèce de livre extraordinaire qu'est la nature en général, en ayant cette conscience qui me vient vraiment de plus en plus que la plupart des réponses aux questions qu'on se pose sont là, dans cette nature, on en est issu.
Et après, quand on rentre et qu'on voit justement qu'on est sur des polémiques, sur l'abattage des loups, etc., sur le fait de vouloir encore construire des télécabines, on se dit qu'on est peut-être un petit peu à côté de la plaque et qu'on est en train... C'est vrai que la nature, de façon générale, est à l'agonie sur la planète. Et quand on a la chance d'avoir un animal comme ça qui revient naturellement parce qu'il a été protégé en Italie dans les années 70, il n'avait jamais disparu l'Italie, on se dit que c'est quand même dommage de se bagarrer pour essayer de le dégommer le plus vite possible. Et alors évidemment, ça pose des tas de problèmes. Hein. Il y a des problèmes directs pour les éleveurs. Moi j'en ai dans ma famille, en plus j'ai cette chance d'habiter là-bas, d'avoir de la famille qui est paysan, éleveur, berger, donc on en discute justement quand je rentre au bistrot et autres. Et ça donne vraiment une distance, quoi. On se dit c'est quand même fou d'avoir ces poches de nature qui résistent et de vouloir à tout prix, encore une fois, mettre ça en coupe réglée. Donc évidemment, ça donne aussi la soif de se bagarrer pour ça. Oui, j'entends. Et ma question se portait plus sur vous en tant qu'homme. Ah ben moi, en tant qu'homme, je vais vous dire une chose. Parce qu'il y a le silence aussi, il y a quand même le silence, Ah mais ça me fait relativiser plein de choses. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression, quand je sors de là, que je fais partie d'un truc, le mot n'est pas très beau, un grand truc. Et je rejoins Hubert Reeves quand il parle de l'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est-à-dire quand je parlais tout à l'heure des fourmis, que je regarde mes fourmis là, qui s'habituent à moi d'ailleurs, et ça c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire qu'au début, c'était l'horreur sur ce petit pain, là où il y a les louveteaux, parce qu'il y en avait partout. Elle rentrait dans le duvet, j'étais obligé de mettre mon sursac, même au mois d'août, là, de le fermer la nuit, parce qu'elle me harcelait. Et au bout de 2 mois, tout était ouvert, elle me contournait. Et donc j'observe ces fourmis, je me pose des questions sur leur vie. Et puis en même temps, j'ai la voie lactée tous les soirs sous les yeux. Et là, je pars. Et donc, il y a cette espèce de conscience de faire partir d'un tout et de se dire qu'on est quand même dans des civilisations qui ont créé des religions, alors que le spirituel et la sagesse est là, mais c'est pas du spirituel chiant. Je trouve que c'est une forme de spiritualité complètement qui est là. En fait, les mystères sont là, et donc ça relativise énormément aussi notre vie, et le fait qu'on doit disparaître un jour. Parce que quand on voit les fourmis qui disparaissent plus vite que tel autre animal, etc., ben on se dit qu'on fait partie de ça, et donc on a un petit peu moins peur. On a vraiment l'impression, et moi c'est ce que ça m'a apporté, et quand je parle de recul, évidemment il y a un recul politique, on va dire, ou très, très sociétal, mais il y a aussi un recul par rapport à soi-même. Et on se prend moins au sérieux? Ben évidemment, on se prend beaucoup moins au sérieux, parce qu'on voit tout à fait la fragilité, on voit tout à fait où sont les limites du paraître. Et puis il y a ce côté quand même assez brut, parce que si les loups ne sont pas dangereux, parfois on me pose la question, est-ce que vous avez eu peur des loups, etc. Alors les loups ne sont pas dangereux pour l'homme, ils ne sont pas du tout agressifs. Ça c'est vraiment une invention qui perdure, c'est notre inconscient collectif. Merci Perrault et compagnie, avec les contes et avec cette diabolisation du loup. Autant l'ours peut être dangereux, l'ours blanc, le grizzly, bon il y a des accidents chaque année, autant le loup ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que le loup n'attaque pas l'homme? Non, le loup n'attaque pas l'homme. Nous sommes menaçants, bien entendu. Non, mais même si vous êtes menacé, il va partir en courant. En fait, là où il peut y avoir des soucis avec des loups, c'est quand on les nourrit ou quand on veut. C'est-à-dire que, pour vous dire, si je les croise dans la nature, il n'y a aucun souci. L'hiver, ils ont faim, soi-disant, machin, moi je vous paye là, il n'y a pas de souci. En revanche, si vous êtes dans un parc dans lequel il y a des loups plus ou moins habitués à l'homme, plus ou moins, je dis, et que vous rentrez là-dedans, ben là, vous rentrez dans un rapport très différent. Et là, vous pouvez ne pas être tranquille. Comme dans la nature, quand les seuls soucis qu'il a pu y avoir avec les loups, mis à part la rage, ça c'est une réalité, quand il y avait la rage, bon, les loups pouvaient être agressifs comme le sont les renards ou les chauves-souris, qui peuvent attaquer l'homme quand elles sont enragées parce que ça les rend agressifs. Mais si vous rentrez donc quand on nourrit les loups, ben, on peut avoir des comportements où ils commencent à venir quémander, comme les ours d'ailleurs aussi. Et là, on fausse un petit peu le rapport. C'est pour ça que moi, je pense que c'est important de garder une forme de distance. On n'est pas chez Walt Disney, on ne va pas finir avec un louveteau sur les genoux. Et le cadeau qu'ils m'ont donné déjà de pouvoir me tolérer, de jeter un coup d'œil en passant, pour moi, ça m'a amplement suffi. Et là, tant qu'on maintient finalement comme ça ces équilibres d'être là et de ne pas empiéter, de ne pas nourrir, de ne
pas vouloir trop en faire, il n'y a absolument aucun risque. Mais voilà, après quand on commence à jouer aux apprentis sorciers, forcément on a affaire à des animaux sauvages qui là peuvent avoir des réactions surprenantes. Mais dans la nature, pas de souci. Et donc je voulais en arriver juste à dire que si on n'a pas besoin d'avoir peur des loups, il y a le danger évidemment de la montagne, qui est inhérent à la montagne, que tous les montagnards connaissent. Les avalanches, la foudre, les chutes de pierre, le fait même de se casser une jambe, de se faire mal à ski avec les skis de rando alors que le téléphone ne passe pas parce qu'il y a des tas d'endroits dans la vallée où il ne passe pas. Et là, on se rend compte aussi que, et c'est marrant parce qu'on a des fois des gens qui disent oui, vous êtes des écolos, des rêveurs, des machins, mais non, parce que quand on est là, on joue sa vie tout le temps. Quand vous passez des semaines qui fait moins 15, ben, il ne faut pas faire de la bêtise, quoi. Et là, on se rend compte de la fragilité aussi, de notre fragilité, donc le nombril devient un peu plus petit. Marie Amiguet, qui est une cadreuse, une jeune fille qui a une trentaine d'années, qui sort d'une école de cinéma, passionnée de montagne, d'animaux, et qui elle est venue me filmer. Et là, par exemple, vous avez vu qu'il y avait aussi des images de drones. Bon, mais ça, évidemment, on ne va pas faire ça quand il y a les loups et tout, on est ailleurs, parce qu'en plus, il faut brouiller les pistes. C'est-à-dire que la vallée ne doit pas être reconnue. Donc on va faire des plans larges au drone ailleurs, pour que les gens disent « Ah, c'est là la vallée ». Pour qu'on ne puisse pas reconnaître voilà. la vraie vallée. Voilà, et tous les plans larges où je suis avec les chevaux, où Marie me filme, où on reconnaît les montagnes et tout, évidemment, c'est pas dans cette vallée-là. Donc il y a tout un travail de brouillage de piste et aussi de mise en scène, on va dire, sur la fin, parce que c'est du cinéma. Par exemple, le premier loup que je vois quand je fais pipi, et après l'orage, ça c'est le truc que j'ai vécu. Moi j'ai commencé à tourner au mois de mars 2013, en juin, paf, l'orage, je suis sous mon truc, je ressors, je pisse un coup, pof, un loup. Bon ben ça je ne l'ai pas filmé évidemment, j'étais tout seul. Ça on l'a refait, on l'a remis en scène avec Marie. Donc on est vraiment... Comment est-ce qu'on peut remettre en scène? Il faut pas... Vous n'avez pas appelé le loup non, mais c'est des plans de coupe en fait, c'est-à-dire que vous me voyez sur un plan faire pipi, puis le plan d'après vous voyez un loup, mais c'est pas filmé au même moment évidemment, ça c'est le cinéma. Mais ce que je trouvais fabuleux, c'est d'arriver à raconter ce chemin et cette histoire au travers du cinéma, mais sans l'écrire, c'est-à-dire qu'elle s'est écrite au jour le jour. Et ce qui est marrant, c'est que le producteur me disait, tu sais, il faut que tu écrives des scénettes et tout. Bon, lui, il avait un peu peur, quoi. Il me dit, déjà, quand on va faire un film sur un animal qu'on ne verra peut-être pas, les producteurs, déjà, ils sont courageux de partir là-dedans. Et il me dit, il faut écrire des scénettes. Et les scénettes, en fait, j'ai écrit tout ce que j'ai vécu, au jour le jour. Et puis après, évidemment, il manquait plein de trucs. Et là, on a fait des raccords, des plans raccords, on a fait venir les gars qui pilotent le drone et tout ça pour que l'histoire se tienne. Voilà, tous les loups, évidemment, c'est moi qui les ai filmés. Et Marie, pour vous dire, elle les a vus 2 fois, surtout le tournage. Donc c'est compliqué. Donc elle les a vus quand même. Elle les a vus quand même. Elle les a vus 2 fois. Donc une fois, un truc incroyable, où je l'attendais parce qu'elle avait oublié son bâton à un endroit, et puis je l'attendais, elle est allée chercher son bâton, et elle tardait à venir. Et elle arrive complètement excitée, elle me dit, t'as vu? Ben, j'ai dit, t'as vu quoi? Elle me dit, le loup. Ben, j'ai dit, arrête, tu te moques. Et elle a pris des photos, en fait le loup était 20 mètres derrière moi. Moi je ne l'ai pas vu. Et elle a pris 5 photos de ce loup. Et donc ça prouve bien aussi qu'il y a des tas de fois où j'ai pas vu des loups, où on ne les voit pas, mais où eux sont là. Ils sont là, ils sont là. Alors, tout à l'heure, vous disiez que vous reveniez toutes les semaines Ouais, j'ai passé, en fait, si on fait la moyenne, j'ai passé 4 jours par semaine au bivouac, on va dire, sur 3 ans, quoi, plus souvent qu'à la maison. D'accord, et ça c'est pas gênant, ça donne pas des traces, enfin, ce que je veux dire, c'est plutôt que de passer un mois sans bouger. Ben non, justement, ce qui est intéressant, c'est que au début, et je me suis inspiré d'un film qui s'appelait d'ailleurs, Un homme parmi les loups, je ne sais pas si certains l'ont vu, qui a une trentaine d'années peut-être. Et c'était un scientifique canadien qui allait faire une étude sur les loups, et puis voilà. Et puis le gars, il ne voyait pas de loup, il se cachait, il ne voyait rien, puis à un moment, ben, il s'est mis à gesticuler, à être présent, en fait, et c'est là que les loups se sont intéressés à lui. Et en fait, moi, j'ai beaucoup joué, je me suis beaucoup inspiré de lui, c'est-à-dire que je naviguais de façon très rituelle sur le territoire, en prenant toujours les mêmes passages, les mêmes sentes, etc., aux horaires où les loups ne bougent pas, pour ne pas les surprendre, pour ne pas leur faire peur, et pour devenir... faire partir de décor, on va dire. Et donc je passais au même endroit, je posais mes pipis toujours sur les mêmes troncs d'arbres, les mêmes rochers, et je dormais aux mêmes endroits. En fait, sur tout le film, là, il y a 4 bivouacs. J'ai pas couché partout. Et en fait, le fait d'être récurrent comme ça, au contraire,
Alors au début, moi j'ai beaucoup douté, pendant un an après ce premier loup que j'ai eu la chance de voir, j'en ai pas vu du tout ce que je raconte dans le film. Le loup que j'ai vu après, c'était en juin 2014, donc un an après. Donc pendant toute cette année-là, j'ai beaucoup douté, évidemment. Mais finalement, c'était, je pense, la solution. C'est-à-dire le fait de faire partie du décor, de ne pas se cacher, de faire pipi pour marquer, parce que marquent, c'est leur façon de marquer leur territoire, et d'exister. Et du coup, sans être dangereux, bien sûr. Et du coup, petit à petit, ils se détendent, et ils commencent à être curieux, et à venir un peu jeter un œil. Un vrai loup solitaire, quoi. Comment? Un vrai loup solitaire. Un vrai loup solitaire, mais bon, content quand même de rentrer au bistrot, voir les copains, ma famille. Mais c'est vrai que c'est fabuleux, quoi. Alors tu peux répéter ta première question, là, ce que tu disais tout à l'heure quand tu n'avais pas encore le micro, pour les personnes qui n'auraient pas entendu. Concernant là, ce qui se passe aujourd'hui sur les 40 loups donc, qui ont été acceptés par notre ministre de l'écologie pour être tués cette année, en disant qu'il allait y avoir un débat, enfin qu'il allait ouvrir voilà, est-ce qu'il y a des nouvelles? Est-ce qu'on vous contacte pour être un ambassadeur? Est-ce qu'on va avoir un débat vraiment ouvert là-dessus? Parce que bon, j'étais dans le Cosméjean, les bergers sont affolés, enfin bon, voilà, ça pose une vraie question et je pense qu'elle est essentielle dans l'époque. Bien sûr, on s'intéresse au loup, on découvre l'humain, ses fantasmes, ses délires et aussi les problèmes que pose le retour d'un grand prédateur dans un pays dans lequel il avait disparu depuis 70 ans à peu près. Et le fait que les éleveurs lâchaient les brebis dans les alpages et venaient jeter un œil une fois par semaine, voir si tout allait bien. Et puis voilà, alors aujourd'hui on a un prédateur opportuniste qui ne fait pas de cadeaux, donc évidemment ça leur change complètement la vie. Et là il y a un blocage total, c'est-à-dire qu'on a un énorme problème, mais ça c'est un problème vraiment très français, c'est-à-dire cette peur du sauvage et du prédateur. Et ce qui est dommage, alors c'est qu'en fait on a un réel problème qui est une réalité, auquel il faudrait s'attaquer. Et en fait, on est dans des postures. C'est-à-dire les postures des syndicats agricoles qui hurlent au loup, qui jouent énormément la désespérance, etc. Qui jouent les victimes? Ouais, il y a une victimisation, il y a une exploitation, c'est-à-dire que évidemment quand les loups tapent dans un troupeau et qu'il y a des brebis tuées, et des fois il y en a plusieurs, et il y en a beaucoup parce que les loups ils font un peu comme le renard qui rentre dans un poulailler. C'est-à-dire si vous avez vos poules dehors, le renard il va en prendre une, il va s'en aller. Si vous avez s'il rentre dans le poulailler, il va tuer tout le monde tant que ça bouge. Et en fait le loup, s'il rentre dans un parc dans lequel les brebis sont très serrées, qu'il y a panique, ben là il va y avoir voilà, cet instinct d'aller tuer, de jouer, de tuer. Donc quand les paysans trouvent ça, ou les bergers, ben, ils sont désespérés évidemment. Mais le problème c'est quand les bergers et les paysans trouvent les troupeaux qui ont sauté une barre rocheuse à cause de la foudre, ils sont désespérés aussi, mais il n'y a personne pour les filmer ou pour parler de leur détresse. Quand vous avez les asticots... Ils peuvent accuser personne. Voilà, puis quand vous avez les asticots, le piétin qui attaque, ou des chiens errants, ben là d'un coup il n'y a plus de désespérance, quoi. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une exploitation un petit peu malsaine de la part de tout le monde, d'une certaine presse locale aussi, et même nationale, parce qu'on a vu dans l'IB il n'y a pas longtemps une histoire d'une bergère qui avait vu un loup qui s'est approché, qui avait eu peur, qui est parti en courant, ou je sais pas quoi, il lui est strictement rien arrivé, mais l'IB a quand même relevé ça. Donc on est encore un petit peu au Moyen-Âge à ce niveau-là, parce qu'il s'est strictement rien passé, sauf que le loup, elle l'a vu, elle a eu peur, elle a crié, elle est partie. On en fait une demi-page dans l'IB, c'est un peu dommage. Alors qu'en fait le problème est suffisamment important pour les paysans, il faudrait vraiment prendre les choses à bras le corps, c'est-à-dire se dire comment on fait pour se protéger, parce qu'il y a des tas de pays où ça marche. Moi j'ai un copain, un berger qui s'appelle Mathias, qui a jamais été attaqué, qui a une meute de chiens, qui trie ses chiens, il y a une sélection, etc. En fait, il y a tout un travail à faire, mais on passe au-dessus de tout ça. Et là, on est pour le coup complètement hors sol, parce que quand le gouvernement déclare 40 loups à tuer, les syndicats agricoles se calment, sauf qu'il y a toujours autant d'attaques. Et que quand vous avez Mathias qui dit ben moi les loups je m'en fiche parce que j'ai ma meute de chiens, tout se passe très bien, etc. Les éleveurs ne veulent plus l'embaucher parce que c'est un sale écolo. Et ils préfèrent se faire bouffer des brebis plutôt que d'embaucher Mathias. Vous voyez un peu la récupération. En fait, on est dans le cynisme politique et c'est tout à fait désespérant. Alors là, aujourd'hui, Hulot, j'ai lu, oui. Quelle solution? Ben, les solutions, c'est d'être pragmatique, c'est-à-dire d'aller voir les Roumains, les Espagnols, les Italiens, qui eux ont toujours eu des loups et qui font avec, même si c'est pas leurs amis. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il
fin. Eh bien, il faut faire venir ces gens-là pour expliquer aux éleveurs et aux bergers comment ils s'y prennent. Il faut faire des sélections de chiens. Par exemple, au niveau des chiens, l'État paye les patous, paye les croquettes et aussi les filets pour protéger. Mais il y a des marchands de chiens, il faut être très pratique. Moi je vois, les marchands de chiens aujourd'hui c'est la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que vu que c'est l'État qui paye, eh ben on vend des chiens qui ne sont pas sélectionnés, qui sont agressifs, on dit qu'il faut qu'ils restent dans le troupeau, alors que les chiens de défense peuvent très bien être sociabilisés, comme les chiens de mon pote Mathias, ou si vous allez dans certains pays, les chiens défendent contre les loups, mais quand vous arrivez, ils vous aboient après, puis après ils remuent la queue. Donc les solutions, c'est d'être pragmatique, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Vous avez une race de chien qui s'appelle le matin espagnol, par exemple, qui est un chien qui est comme le patou, un peu plus gros et qui est très territorial, c'est-à-dire qui lui défend et qui en même temps n'est pas agressif envers l'homme. Donc c'est une solution, mais des matins espagnols on n'en voit nulle part en France. Par contre, on voit les Kangals, le fameux berger d'Anatolie qui était la mode aujourd'hui, alors que le berger d'Anatolie n'est pas du tout territorial, c'est un tueur de loups. C'est-à-dire que c'est un chien qui va poursuivre les loups pendant 10 km s'il le faut pour essayer de les tuer. Donc vous avez des loups qui arrivent, qui vont se faire poursuivre par les Kangals pendant que les autres vont attaquer le troupeau. Ça, c'est des choses hyper concrètes, mais personne n'en parle jamais. Le gars, il a ses 3 Kangals ou ses 4 patous qu'on lui a subventionnés. Parfois, il en a peur, il est obligé de les piquer parce qu'il ne peut plus leur donner un vermifuge. Et donc, on ne travaille pas à la source. Et en même temps, on panique et on dit on va tuer des loups, on va tuer des loups. Comment voulez-vous que ce soit efficace quand on tue par exemple des loups, comme ça s'est passé pas loin de chez moi dans des Voluys il y a quelques jours, au cours d'une battue au sanglier. Un loup qui n'a peut-être jamais vu une brebis. C'est comme on sait qu'il y a des attaques de chiens errants, ça existe, ça a toujours existé, même avant des loups. Bon, aujourd'hui on n'en parle plus évidemment parce que tout va sur le dos des loups, parce que c'est remboursé. Mais ça fait comme s'il y avait des chiens errants qui attaquent et qu'on dise bon, ben, il y a eu 800 chiens errants qui ont attaqué en France là cette année, et ben on va tuer 100 chiens errants au hasard. Je veux dire, ça sert à quoi? Il faut au moins tirer sur les loups quand ils sont pris sur le fait. Et l'idéal, évidemment, c'est de ne pas les tuer, non pas qu'on veuille faire les chochottes, mais surtout de leur apprendre que c'est dangereux, le troupeau, et que c'est dangereux de s'approcher des hommes. Et ça, c'est beaucoup plus efficace, parce que l'animal, comme tous les prédateurs, se protège. Un prédateur blessé est un prédateur mort. Donc, il se protège. Donc, en fait, on fait tout à l'envers. Et c'est très marrant, parce que tous ces gens qui ont ces discours, justement, qui reviennent toujours à traiter les gens d'écolos, bobos, hors sol, idéalistes et tout, c'est eux qui sont complètement hors sol. Et même les gens du terrain sont hors sol, en réclamant ces 40 loups à tuer, alors qu'on a vu l'an dernier, il y a eu 40 loups tués, il y a eu autant d'attaques cette année. Donc voilà, moi mon but, c'est d'essayer de mettre un petit peu d'apaisement dans tout ça. Mais je crois qu'il y a un gros problème en fait, c'est qu'au départ les dés sont pipés, parce que les éleveurs veulent l'éradication pure et simple du loup. Et donc, à partir du moment où on veut éradiquer l'animal et où on dit que, comme Jean Lassalle, mais enfin lui il n'est pas crédible, mais ça fait rien, il le dit quand même dans les médias, il y a des gens qui l'écoutent, il dit le loup n'a pas la place dans nos montagnes, l'agriculture, l'élevage est incompatible avec le loup. Non. Pourquoi en Roumanie c'est compatible? Pourquoi en Roumanie, en Mongolie, là où j'ai passé 1 an et demi avec les nomades, pourquoi ça m'a servi de voyager, vous avez des gars qui ont leur troupeau, alors eux, vous voyez le mode de vie des nomades mongols, il n'y a personne derrière pour les subventionner. Ben les gars, ils ont affaire au loup et tout, il y a un respect incroyable du loup. C'est-à-dire que quand le loup se pointe, bon évidemment, il tire un coup de pétoire, ils ont des chiens qui sont adaptés depuis des siècles, évidemment, pour défendre les troupeaux, mais le loup est complètement admis comme un problème parmi tant d'autres. Il y a le loup, il y a l'orage, il y a les maladies, il y a les hivers trop rigoureux, mais ça fait partie, voilà. Alors que chez nous, en France, on a cette particularité de vouloir tout mettre en coupe réglée. Et ça, je trouve ça insupportable, parce qu'on va donner des leçons aux Africains en leur disant de sauver leurs quelques éléphants qui restent et leurs quelques fauves, et nous, on est capable de supporter 300 loups. Et on a une victimisation qui est complètement insupportable aussi de la part de certains, parce que c'est vraiment certains. Moi, je connais des éleveurs, des bergers qui essaient de faire avec et qui sont des gens tout à fait avec qui on peut discuter, etc. Mais vous avez quelques agitateurs qui poussent pour pouvoir avoir de l'argent. Parce qu'en fait, on voit bien que là, les loups,
ils ont tout ce qu'il faut à manger. Ah oui, Pas oui, du en tout plus- besoin d'aller se casser la tête à aller. Ah, évidemment, non, puis en plus, on est dans des trucs incroyables, c'est-à-dire que vous aviez depuis, bon, c'est vrai que les chasseurs ont participé au fait de refaire venir beaucoup d'ongulés en France. Moi, quand j'étais gamin, le sanglier, dans les Hautes-Alpes, terrible en France. il y avait évidemment les chamois, mais il n'y avait pas de chevreuil, il n'y avait pas de cerfs. Aujourd'hui, vous voyez plein de cerfs, plein de chevreuils, les sangliers, n'en parlons pas. Et l'ONF, l'Office national des forêts, râle parce que ces surpopulations de cerfs font du mal à la forêt qui a du mal à se régénérer. Et il y a des plans de chasse colossaux où on va tuer jusqu'à 200 cerfs par an dans certains coins des Alpes ou ailleurs. Et le retour du loup est complètement salutaire à toute cette faune. Mais après, il faut savoir dans quel monde on veut vivre. C'est-à-dire que là, justement, l'impression que j'ai, c'est qu'on est dans des civilisations complètement hors sol. Et voilà, avec des lobbies qui poussent d'un côté, qui poussent de l'autre, mais il n'y a aucun bon sens. Et l'intérêt, c'est de retrouver le bon sens, de respecter les gens déjà, c'est-à-dire de dire oui, les éleveurs ont des problèmes, il faut les aider, mais de ne pas rentrer dans cette espèce de truc incroyable du retour au Moyen-Âge, quoi. Il me semble que dans un des parcs nationaux aux États-Unis, ils auraient introduit les loups et que ça a modifié complètement l'écosystème, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont réapparues, je crois que ça a fait beaucoup de bien. Aux États-Unis, oui, il y a un C'est parc. au Yellowstone. Dans le parc du Yellowstone, en fait, les loups avaient disparu. Alors là, pour le coup, ils ont été réintroduits parce qu'il y a aussi des rumeurs qui disent que le loup a été introduit en France. Ça, c'est notre ami Estrosi qui raconte ça, à qui veut l'entendre, en disant que c'est les gardes du parc du Mercantour qui ont introduit des loups par bétaillère entière. Enfin, là, pareil, retour au Moyen-Âge. Alors que les loups sont revenus d'Italie depuis leur protection dans les années 70. Du fait que cet animal est un animal territorial comme tous les grands prédateurs, eh bien il ne supporte pas d'être trop nombreux sur le même territoire, du coup il y a de la dispersion et de la colonisation de nouveaux territoires. C'est comme ça que les loups sont en train de recoloniser les espaces dont ils avaient disparu, comme l'a fait l'aigle d'ailleurs, au moment où il a été protégé. Et au Yellowstone, les loups avaient disparu et ils ont été réintroduits. Là, pour le coup, et on s'est rendu compte qu'il y avait eu des changements incroyables, même au niveau de la forêt, Au niveau des plantes, au niveau des plantes, des rivières, etc. Et des espèces qui sont réapparues, Voilà, des espèces animales qui sont revenues. Notamment des oiseaux qui sont revenus, les castors qui ont recommencé, etc. Et donc on se rend compte, et c'est quand même incroyable, moi je trouve, au XXIe siècle, alors c'est vrai qu'on est dans une période avec, moi je suis pas contre Internet et tout ça, mais c'est vrai que ça permet un peu de véhiculer les légendes urbaines et l'obscurantisme aussi. Ça peut véhiculer le savoir évidemment, mais ça peut véhiculer toutes sortes d'autres choses. Et donc on est dans des périodes, c'est vrai que on voit qu'aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de doutes sur Darwin, etc. Les créationnistes. Mais la Terre est plate aujourd'hui, hein. Comment ? Maintenant, c'est le platisme. Oui, voilà. La tendance, c'est le platisme. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on nous a raconté que des bêtises. Ça, c'est la théorie à la mode en ce moment. La Terre est plate. Elle a toujours été. Voilà. On n'arrive pas à se rendre compte qu'on fait partie, comme je disais tout à l'heure, de la nature, qu'on en est issu. Du vivant, le vivant. Et ce vivant, voilà, et que ces grands équilibres, évidemment, sont fondamentaux. C'est-à-dire que les prédateurs qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, comme le loup, comme l'aigle, n'ont pas d'autres prédateurs. Donc il y a une forme de régulation qui se fait par les proies, en fait. Parce que si, comme certains le disent, les loups mangent tout, il n'y a plus de proie, et s'il n'y a plus de proie, il n'y a plus de loup. Et ça, on s'en rend compte partout dans les endroits où les équilibres sont un peu respectés. Et je pense qu'on devrait au contraire vraiment s'en inspirer pour grandir. On le voit au niveau des renards. Les renards, c'est quand même incroyable. On tue, je crois que c'est pas loin d'1 million de renards par an chaque année en France, c'est colossal. Et vous allez en Suisse, dans le canton de Genève, qui est grand, hein, Genève, le canton de Genève, c'est pas la ville, c'est le canton. La chasse est interdite depuis 40 ans. On ne tue plus de renards dans le canton de Genève depuis 40 ans. Et les études scientifiques, vous pouvez aller piocher, montrent qu'on n'a pas plus de renards dans le canton de Genève qu'à Chambéry ou ailleurs où on en tue jusqu'à 100 000. Quoi. Donc c'est quand même incroyable de voir à quel point les hommes restent fermés à tout ça,
avec ces espèces de croyances, comme quoi il faudrait réguler la nature. Mais quand on commence à mettre le doigt dedans, on met le bazar, quoi. Ça fait quelques milliers d'années qu'on s'y est mis quand même, donc il faut il y a une désintoxication à faire pour l'homme. Arrêtez de vouloir contrôler la nature et redevenir... Et le problème, c'est qu'on rentre toujours dans des trucs politiques, après très, très restrictifs. C'est-à-dire quand vous commencez à dire ça, on va dire oui, c'est l'État, oui, c'est les gauchistes, ou les écolos, les bobos, les machins, et on tape toujours sur quelqu'un, alors qu'il faudrait un jour respecter simplement les gens qui cherchent, les gens qui travaillent, prendre la peine de lire les études. Et d'ailleurs, quand on écoute les scientifiques, on voit qu'il y a toujours aussi beaucoup de doutes, parce qu'ils n'affirment jamais rien, ils affirment ce qu'ils ont trouvé jusqu'à la prochaine fois, mais on se rend compte quand même qu'on aurait vraiment intérêt à s'ouvrir à ces mystères qui nous entourent et qui sont, comme je le disais, beaucoup de réponses aux équilibres fondamentaux et au fait de pouvoir survivre sur cette terre à long terme. Et là, c'est mal barré. C'est bien parce qu'à travers les loups, justement, ça nous parle que l'homme retrouve sa place dans le vivant. Rien que le fait de parler de la nature, d'ailleurs, c'est complètement absurde, parce que la nature, c'est nous, nous en faisons partie, nous ne sommes pas, il n'y a pas la nature d'un côté et nous de l'autre, nous sommes partie de la nature. Est-ce que quelqu'un a le micro? C'est toi? Luc, vas-y. Merci Luc, Merci. À travers Luc, je remercie encore les bénévoles qui sont là pour nous aider. Les bénévoles avec qui je travaille sont très très bien, comme toi. En fait, il est venu comme visiteur, comme tout le monde, et puis il a trouvé ça tellement super qu'il a dit « je veux participer », et voilà, cette année, il est bénévole. Merci. Comme l'année dernière. Moi, en fait, ça me fait... je vous remercie beaucoup, en fait, je voulais rebondir sur ce qui avait été dit. En fait, il y a une espèce de résonance avec tous les problèmes qu'il y a en France, et le vivre ensemble, le vivre avec les loups, ça me fait penser au vivre ensemble, et c'est un film très très porteur, et ça nous fait penser aussi à tout ce qui se passe avec l'immigration et l'acceptation de l'étranger, de ce qu'on ne connaît pas, et de l'autre, et je trouve ça formidable. Oui. Excusez-moi, je voudrais vous donner une mauvaise nouvelle. Il est 18h45 et nous sommes censés terminer à 18h45, donc on a le droit de tricher un peu, bien sûr, mais pas beaucoup. Quelques minutes et puis on va clore. Désolé. Jean-Michel, c'est combien de temps entre le moment où vous avez fait les images et pour sortir le film? Il s'est passé combien de temps? J'ai commencé donc en mars 2013, j'ai terminé en juin 2016. Fin juin, 4 juillet exactement, en fait, on a commencé la post-production et le film est sorti le 4 janvier dernier, 2017. Merci. Mais c'est vrai que tout est lié, hein, tout est lié, donc c'est pour ça que moi j'ai un peu peur justement des films animaliers, entre guillemets, un petit peu comme ça construits, où on ne sait pas trop ce qui se passe, on voit de belles choses et tout. En fait, je pense que tout est complètement lié. Moi, mon but, c'est aussi de... J'en suis passionné, donc je vais vers la nature et tout ça, mais en fait tout se rejoint. Et c'est vrai qu'on sait qu'en France, la moitié de la population se réveille le matin pour aller dire un peu crotte à l'autre. Ça, c'est un peu le problème. Et je crois qu'il faudrait beaucoup plus de tolérance, de consensus, d'ouverture, de discussion, parce que c'est vital. Et le fait de caser les gens comme ça dans des schémas complètement subjectifs, c'est dangereux à terme. Donc oui, la réflexion est beaucoup plus globale. Merci en tout cas. Eh bien écoutez, merci beaucoup, merci d'être venu. Il n'y a pas de